Nous allons maintenant passer à notre rubrique sorties littéraires. Alors, ces sorties littéraires sont très nombreuses pour ce mois de septembre. Alors, je vais tout d'abord commencer par les éditions Negmaron. Nous avons tout d'abord un essai de monsieur Harry Broussillon intitulé Guadeloupe, Guyane, Martinique, de la négatitude au travail, tome 2. L'œil de l'étranger ne voit que ce qu'il sait de nous. C'est consanouillé, c'est vraiment tout le titre. Un deuxième ouvrage, toujours un essai de Thierry Lima, de l'ornemental à l'expression des médias en travail social. Un roman maintenant d'Héloïse Chauvel, Sacha, Nina et la forêt malade. Un autre essai, donc cette fois-ci de Lucien Gailladine, pour une Guadeloupe responsable, souveraine et émancipée. Toujours un essai avec Didier Destouches et Cécile Madassamy, Manifeste pour l'autonomie alimentaire. Encore un essai du docteur Christian Trébert, Les Guadeloupéens se cachent pour être français. Didier Manette sort un recueil de poésie, Récalcitrant en corps inconnus, bruine poétique. Donc ça, c'était pour les éditions Negmaron, dont vous avez vu, il y a pas mal de sorties littéraires. Maintenant, je vais passer aux éditions de la plateforme d'audiolivres Une voix, une histoire. Alors, nous avons deux ouvrages que vous pouvez écouter. Il y a donc une nouvelle intitulée Le vieil arbre de Nadine Cornely. Toujours de Nadine Cornely, Contes des Antilles, tome 2. Et enfin, un roman d'Eddie Broussillon, Quand la montagne explosera. Vous voyez donc que vous avez de quoi lire. Ceux qui aiment les romans trouveront leur compte. Ceux qui aiment donc les essais trouveront aussi leur compte. Maintenant, nous allons passer à notre rubrique cinéma avec Une page se tourne, Silence ça tourne avec Alix. Bonjour Laure. Merci de m'accueillir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur dont 37 œuvres, pour l'instant, parce qu'il en a écrit beaucoup, ont été adaptées au cinéma. Il s'agit de Stephen King, donc écrivain américain à succès. Il a maintenant près de 350 millions de livres vendus dans le monde. Donc c'est un écrivain effectivement qui a vendu énormément de livres et à qui nous devons notamment Misery, Carrie et ça. Donc je vous propose de nous intéresser à un roman sorti en 1977 qui s'appelle Shining. Alors je vais vous faire un petit résumé. Écrivain et alcoolique, donc le héros du livre, Jack Torrance s'est engagé comme gardien pendant tout l'hiver d'un grand hôtel isolé du Colorado qui s'appelle l'Overlook, où il espère surmonter enfin sa panne d'inspiration. Donc il s'y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny, doté d'un don de médium qui s'appelle le Shining. Tandis que Jack n'avance pas dans son livre, donc pour lui ça ne va pas très bien comme écrivain, son fils est hanté par des visions terrifiantes du passé de l'hôtel. Il préfère néanmoins se taire, sachant quelle importance revêt ce travail pour son père. Mais l'hôtel commence à posséder Jack, le rendant de plus en plus instable et agressif. Donc peu à peu, et après plusieurs incidents de plus en plus terrifiants, Jack cède au charme vénéneux de l'hôtel et voit son fils et sa femme comme des ennemis dont il doit se débarrasser. Donc lors de l'émission précédente, on avait vu un exemple d'excellente collaboration entre Joseph Zobel et la réalisatrice Eusanne Palsy. Les choses se passent de façon quand même différente pour Shining. Donc on va parler de ça. Le réalisateur Stanley Kubrick, auréolé de son succès pour l'excellent 2001, l'Odyssée de l'espace sorti en 1977, accepte l'offre de la Warner, donc les producteurs, de réaliser le film, à condition de pouvoir changer ce qu'il veut au scénario, ce qui convient très bien à Stephen King à ce moment-là. Donc lui, il est tout à fait d'accord, il cède ses droits, et c'est Kubrick qui va se charger de réaliser le film à partir de son livre. Toutefois, le metteur en scène ne croit pas aux fantômes, et il n'est pas tellement emballé à l'idée de réaliser un film d'horreur. Donc au lieu de co-signer le scénario avec Stephen King, il préfère la romancière Diane Johnson. Stephen King est donc évincé du travail d'adaptation qui va s'étaler sur plus de 11 semaines. À quatre mains, ils vont modifier profondément le livre. Donc il va en rester bien sûr l'histoire principale, mais le scénario sera un mélange de psychanalyse, la schizophrénie, donc qui est un thème cher à Kubrick, le roman gothique, la spécialité de Diane Johnson, et enfin l'intrigue du livre, qui reste quand même
les phénomènes surnaturels. Le réalisateur propose le rôle principal à Jack Nicholson, qui est un acteur connu. Donc après Vol au-dessus d'un nid de coucou, il s'impose comme la figure incontournable de la démence à Hollywood. En 1980, Nicholson est un des acteurs les mieux payés du cinéma. Pour Kubrick, donc c'est l'acteur avec qui il souhaitait travailler depuis très longtemps, c'est le meilleur interprète qu'il puisse imaginer, et son rôle sera effectivement la performance de ce qu'il attendait, hein. Un mélange de contrôle, parce qu'il se contrôle quand même beaucoup dans le film, et de folie absolument débridée. Donc le réalisateur est très content de son choix. Bien que dans le roman, Stephen King décrive Wendy, la compagne de Jack, donc sa femme qui l'accompagne, comme une femme séduisante et sûre d'elle, Kubrick choisit tout son opposé, qui prend l'actrice Shelley Duvall. Son excentricité se voit sur son visage, comme dans ses mouvements, et selon Kubrick, seule une femme comme elle pouvait rester avec le personnage de Jack. Donc lui, il estime que c'était la femme qui lui convenait. Voilà. Le tournage de près d'1 an est particulièrement difficile pour elle, donc Shelley Duvall. Elle a clairement marqué les esprits parce qu'elle a fait une performance magnifique, mais la folie du personnage a vraiment pesé sur elle. D'autant plus que Kubrick s'est montré particulièrement exigeant et cruel avec elle pour renforcer son jeu. Alors qu'il laisse une certaine latitude à Jack Nicholson dans son interprétation, Shelley Duvall, elle, doit répéter 50 à 40 fois la même scène. Donc c'est absolument épuisant pour elle. Et plus tard, elle dira « Ce fut une expérience formidable, mais si c'était à refaire, je n'accepterais pas le rôle. » Donc elle ne le referait pas. À la demande de Kubrick, qui voulait des mouvements de caméra en continu, fluides et pouvant même quelquefois raser les murs ou coller au plus près du sol, donc pour des scènes complexes, on se souvient notamment du parcours des couloirs de l'hôtel en tricycle par Danny, donc c'est le petit garçon du film. L'opérateur Garrett Brown va manipuler des caméras à réflexe 35 mm avec optique Zeiss montée sur Steadicam. Donc c'est un système fixé via un harnais muni de contrepoids qui a déjà été utilisé à l'époque dans des films comme Rocky ou Marathon Man, mais qui est utilisé là dans une version quand même améliorée. Donc l'opérateur Steadicam, celui qui porte le Steadicam, peut marcher ou courir tout en gardant un cadre stable, donc c'est assez stable, et obtenir des travelling verticaux et horizontaux, ainsi que des panoramiques avec cette seule machinerie. Donc il a juste besoin de ça. Le Steadicam permet de suivre en marchant ou en courant un ou plusieurs personnages sur terrain accidenté. Donc on peut monter un escalier, poursuivre quelqu'un dans une rame de métro, ça permet, on peut faire de beaux plans. L'utilisation, donc il a quand même beaucoup utilisé dans le film, permet par la suite une véritable envolée commerciale de l'appareil. Donc à partir de là, d'autres réalisateurs, les studios commencent à s'y intéresser parce qu'il a été utilisé dans ce film qui est très connu. Donc Kubrick a donné naissance à un nouveau genre de film d'épouvante, donc qui est un peu un film d'horreur psychologique. Il se concentre sur l'état mental et le ressenti intérieur en voulant donner une sensation d'angoisse et de mal-être. Donc dans ce film en particulier, ça fonctionne grâce à la musique qui est originale et quand même, on se souvient longtemps de la musique de Shining et les décors inoubliables de l'hôtel. Ça aussi, on s'en souvient. La différence la plus significative entre les versions de Stephen King et de Kubrick dans Shining sont un peu la puissance et l'objectif de l'hôtel. Donc dans le livre, l'hôtel, l'Overlook, est un personnage à part entière qui essaye de s'emparer du pouvoir de Danny, son Shining, pour l'ajouter à sa pléthore d'énergie sombre. Donc il utilise son père pour lui voler son pouvoir. C'est difficile à montrer dans un film, parce que c'est quand même un hôtel, on ne parle pas d'un personnage qui existe. Donc dans le film, c'est un peu différent, on se concentre beaucoup plus sur la folie de Jack. À sa sortie, Shining a rencontré initialement des critiques mitigées aux États-Unis, ça arrive, notamment le magazine Variety qui écrit « Kubrick a fait équipe avec l'irritant Jack Nicholson pour détruire tout ce qui était terrifiant dans le best-seller de Stephen King. » Donc ça n'a pas plu, mais au fil des années, les réactions des critiques furent plus positives et de nos jours, le film est considéré comme un des meilleurs films d'horreur jamais réalisés. Donc en 2001, il y a eu un classement des 100 films des 100 dernières années, 100 meilleurs films d'horreur. Il a eu la 29e place, donc c'est quand même un film qu'on considère comme très bon film d'horreur. En revanche, Stephen King affirme qu'il adore et déteste l'adaptation. Selon lui, le scénario trahit l'esprit du livre et les thèmes majeurs qu'il y aborde, en particulier la désintégration de la famille et l'alcoolisme, qui était un thème important qui a été un peu mis de côté. Donc, selon l'écrivain, certaines parties sont effrayantes, font froid dans le dos, mais d'autres tombent à plat
Et c'est un film réalisé par un homme qui réfléchit trop et ne ressent pas assez. Oh. Mais surtout, il s'attaque à Shelley Duvall, le personnage féminin, et il dit c'est l'un des personnages les plus misogynes que je n'ai jamais vu à l'écran. En gros, elle n'est là que pour crier et avoir l'air bête. Ce n'est pas du tout la femme sur laquelle j'ai écrit. C'est vrai que son personnage ne ressemblait pas à celui qui sera dans le film. Donc c'est une des nombreuses raisons, il y en a certainement d'autres, pour laquelle en 1997, il produira, lui, et scénarisera une seconde adaptation de Shining, intitulée Shining, les couloirs de la peur en 3 parties. Donc c'est un téléfilm de 87 minutes, 3 parties en 87 minutes. Donc au final, ça fait 4h45 de film. C'est un téléfilm très long. Et pour ce faire, il est obligé, alors que c'est lui qui a écrit le livre, de racheter les droits du film que Kubrick s'était approprié. Donc il est obligé de négocier avec la Warner et donc Kubrick, qu'il veut bien lui rendre les droits, bien sûr, en payant, mais à une condition. À partir de maintenant, il n'a plus le droit de continuer à émettre son opinion sur son film de 1980. Donc là, on est quand même des années après. Tout le monde connaît déjà son point de vue. Donc, on sait qu'il n'a pas particulièrement aimé. Donc, il accepte. Et c'est Mike Garris donc, qui réalisera ce très long téléfilm. Et les décors du film sont ceux du Stanley Hotel, véritablement celui qui a inspiré l'hôtel Overlook du livre, où Stephen King avait passé une nuit en arrivant à la fin de la saison, donc l'hôtel allait fermer, il a dormi là-bas avec sa femme, il a passé une nuit à cauchemarder et ça lui a inspiré le livre. Donc il a pu réaliser le film à cet endroit. Donc c'est un téléfilm qui est une adaptation très fidèle du livre, puisqu'il était là pour s'en assurer, mais qui n'apporte rien vraiment de plus que le livre. Et l'histoire se poursuit en 2013, quand Stephen King sort Dr. Sleep. Donc c'est un livre plus récent, qui est la suite de Shining, en fait, centré sur le personnage de Danny Torrance, donc le petit garçon du livre. Danny est devenu adulte, il est toujours traumatisé suite à son expérience à l'Overlook, et comme son père, il est maintenant alcoolique. Il utilise son Shining, donc il a toujours son don de médium, pour réconforter les patients mourant dans l'hospice où il travaille. Ces derniers lui donnent le surnom de Dr. Sleep. Le livre est également adapté en film, donc il y a encore un film en 2019 avec Mike Flanagan, une adaptation cette fois très fidèle au livre, donc elle arrive à convaincre les spectateurs ainsi que l'auteur, donc là Stephen King n'a pas de problème avec cette adaptation. Donc une page se tourne, silence ça tourne, se termine et je vous retrouve à la prochaine émission. Merci beaucoup Alix, c'était vraiment passionnant, n'est-ce pas messieurs? C'est absolument passionnant. Ouais. Vraiment, notamment toi Guillaume, je crois que tu apprécies beaucoup Stephen King, non? Si? J'apprécie bien Stephen King, mais je suis surtout kubrickien. Donc je suis beaucoup plus du côté de Kubrick. D'accord. Même si c'était l'adaptation est de fait, je pense, profondément infidèle. Oui. Mais comme ça, on propose... Finalement, partant d'une histoire, on a eu un film et un livre différents et les deux sont très bien. Et toi, Robert, qu'as-tu pensé de cette rubrique? J'ai pensé que c'était la suite logique de notre entretien entre les questions d'authenticité que peut se poser un auteur. Absolument. Et la traduction, la perception, la transcription à partir d'un film, d'une œuvre quelconque. Et donc, il y a forcément un hiatus, quelquefois. Et peut-être pour l'éviter, il vaut mieux écrire, produire soi-même. Mais en tout cas, j'aurais aimé savoir, lorsqu'il y a une différence de perception entre un producteur de film et un auteur, il y a quand même une partie centrale, il y a quand même une partie qui est retenue, un tronc commun des deux. Et je pense que c'est ce tronc commun qui doit faire la réussite du film ou de la vente de l'ouvrage en question. Logiquement, ça devrait. Alors, avant de clore cette émission, est-ce que vous avez un livre, chacun, qui vous tient à cœur? Et est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez en dire quelque chose, vraiment 1 minute? Si. J'ai amené le livre d'Amamazama, Marie-Josée Sérol, intitulé « Langue et identité en Guadeloupe ». C'est un livre que j'ai... Est-ce que tu peux le montrer à la caméra, s'il te plaît? C'est un livre que j'ai depuis un certain nombre d'années, qui m'a un peu influencé dans le sens où... pour pouvoir asseoir et vérifier qui nous sommes, le premier outil que nous avons, c'est le langage.
Et le langage, voyant par quel biais on l'utilise, par quelles sources et ressources on y est abreuvé, parcourir cet ouvrage m'a permis de recentrer un peu notre afrocentricité, si je puis dire, sur la question et mieux comprendre comment notamment la langue guadeloupéenne, donc la langue créole, est porteuse de plus de messages qu'on ne le croit et qui sont vraiment là pour asseoir, consolider la société de Guadeloupe. Je te remercie beaucoup, Robert. Et toi, Guillaume, est-ce qu'il y a un ouvrage qui te tient particulièrement à cœur? Oui, alors c'est une question piège, j'ai envie de dire, parce qu'à chaque fois, on pense à un certain nombre de livres, on ne peut pas tous les citer, et même si on fait une shortlist, bon, ça dépasse un livre. Alors, j'ai décidé d'amener celui-ci, Poétique de la relation d'Édouard Glissant. Comme vous le savez, ayant fait un documentaire sur l'œuvre de Glissant, on peut se figurer que c'est une œuvre et une pensée qui m'importent. Tout à fait. Alors, c'est ce livre-ci de Glissant, comme ça pourrait être d'autres, mais Poétique de la relation est vraiment celui qui formule de manière centrale cette fameuse question de la relation dans sa pensée. Et la relation est j'ai envie de dire, un outil conceptuel qui m'a beaucoup aidé à comprendre notre réel antillais, et par extension caribéen, et nous pourrions dire des Amériques. Quand Glissant parle des Amériques, c'est toute la Caraïbe insulaire, l'Amérique centrale, le sud des États-Unis aussi, et l'Amérique du Sud. Voilà, cette zone d'entremêlement, de contamination au sens positif du terme, au sens deleuzien du terme, de choc au sens hégalénien. Voilà, tout ce qui s'est fracassé dans une histoire extrêmement violente, tu le rappelais tout à l'heure, bien entendu, hein, c'est la traite négrière, c'est l'esclavage, c'est la réalité coloniale, mais qui, dans ce gouffre, pour reprendre un mot qui est important dans la pensée de Glissant, eh bien, va générer quelque chose de nouveau, de projetant. On parlait de la langue, bien entendu, et évidemment une nouvelle réalité culturelle qui est le fruit de tout ce processus, ce bouillonnement encore une fois extrêmement violent, mais qui va générer du nouveau à tous les niveaux, bien entendu. Tout à fait. La musique, la danse, la cuisine, le magico-religieux, la langue, on y revient, et puis globalement le mode de vie. Et donc la relation dont l'une des manifestations est la créolisation au sens où Glissant l'entend, m'a beaucoup aidé à penser ce réel bien duquel nous arrivons, dans lequel nous arrivons, mais aussi plus globalement cette réalité du monde dans laquelle aujourd'hui tout est profondément entremêlé à tout de manière inextricable, pour reprendre un mot important de la pensée de Glissant. Merci beaucoup en tout cas Guillaume, merci Robert, merci Alix. Chers téléspectateurs, j'espère que cette émission vous aura plu, j'espère que vous aurez donc appris des choses enrichissantes. Je vous dis à très bientôt, au revoir.